Et voilà, on tous pendant le générique. Bah, bravo. Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle série de podcasts, une courte série de quelques épisodes sur le regard sur l'image, un livre formidable que j'ai adoré d'Hervé Bernard et qui m'a donné l'autorisation de tourner quelques petits podcasts pour vous donner à vous aussi l'envie de le dévorer, de le lire. C'est parti pour le premier épisode. Physiquement, il est indispensable de rappeler que l'image est un amas, un treillis de points lumineux connectés par la rétine. Chacun de ces points contient des informations sur la lumière, intensité ou luminance, teinte et saturation. Dans ce sens, le monde est toujours une image pour l'homme, car selon David Marr, au fond de l'œil, notre perception visuelle devient une image. Étymologiquement, l'image désigne la statue, et c'est aussi ce qui imite, qui prend la place de, dans le sens de remplacer. L'étymologie renvoie donc à une icône grecque. Mettre en image, c'est donc immobiliser, figer et regarder une chose qui est à la place de l'autre. Que l'on photographie, filme ou peigne, on fige non seulement les événements, les objets, les personnages, mais aussi le point de vue physique adopté. Cette immobilisation est donc spatiale et temporelle, doublement spatiale en outre. Prise de position physique, ce qui donnera l'angle, et prise de champ visuel en fonction de la focale. Peu importe que celle-ci soit une focale réelle, dans le cas de la photographie et du cinéma, ou une focale imaginée, dans le cas de la peinture ou du dessin. Ces deux immobilisations spatiales produiront le cadre qui, en tant que découpage ou fenêtre sur la réalité, ce n'est là encore qu'une question de point de vue, est lui aussi un échantillonnage spatial. Elles sont, à mon sens, communes à la peinture, qu'elle soit figurative ou abstraite. S'il est vrai que photographier, c'est écrire avec la lumière, la photo serait donc, d'après l'étymologie du mot et son fonctionnement, une empreinte de la lumière, puisqu'une image photographique est issue des rayonnements réfléchis ou émis par l'objet photographié. Selon cette définition, la lumière écrirait sur le support photographique comme le cachet de cire marque la cire fondue de son empreinte. En fait, il est judicieux d'emprunter le conditionnel, car le processus physico-chimique de fabrication d'une image, argentique ou électronique, numérique, et le processus de construction de son sens sont distincts. Nous partons à l'image photographique. Le cadre. On oublie souvent, le cadrage est une notion fondamentale dans tous les arts picturaux, car une image est toujours cadrée. Qu'elle soit figurative ou abstraite, elle a toujours une limite. C'est cette limite qui constitue le cadre. Cadre géométrique ou irrégulier, peu importe, cadrer, c'est donner des limites, comme nous le rappelle l'expression « cadrer une personne ». C'est pourquoi cadrer, c'est choisir de garder tout ce qui est à l'intérieur de cette fenêtre, et de jeter tout ce qui est hors cadre, hors de la fenêtre de mon regard, hors de mon champ de vision, parce que j'en décide ainsi, ou parce que, naturellement, ce sujet est hors de mon champ visuel. C'est sélectionner dans un flot de lumière et dans un flot de mouvement, au sens propre pour les images figuratives, ou au sens figuré pour une image abstraite, peu importe. Dans ce flot, le cadre, en tant que limite du tableau, arrête le geste, lors de la création ou ultérieurement pour une œuvre découpée dans une peinture plus vaste. Le cadrage et le format. Format carré, rectangulaire, 16/9, panoramique, diptyque, triptyque, quadriptyque. Tous ces formats sont aussi des cadres. Ils impliquent par conséquent un découpage de la réalité différent. Découpage obtenu par un rapport hauteur-largeur différent. Ici, ce qui est important n'est pas la taille du capteur, mais le rapport entre la hauteur et la largeur. Ainsi, mettre plus ou moins de ciel dans une image, ce n'est pas seulement augmenter ou réduire la quantité de bleu, c'est aussi faire varier la notion d'espace et accentuer ou réduire la profondeur de l'image, ce qui modifie ses dynamiques. Le cadre est la valeur de plan. Premier plan, second plan, arrière-plan, ces notions hiérarchisent les sujets photographiés et plus largement notre vision. Pour toutes les images constituées au moment du cadrage, et par conséquent largement construites lors de la prise de vue, elles sont renforcées ou atténuées lors de l'étalonnage, travail sur le contraste et la chromie, et d'un éventuel recadrage. Choisir de mettre au premier plan d'une image une moto miniature, hormis le côté humoristique, c'est décider d'accroître cette perspective et donc l'espace photographié. Car cette moto accentuée et fuyante, elle-même dynamisée par le choix d'une optique grand angle. Contrairement à ce que l'on pourrait croire,
Ces notions de valeur de plan existent aussi dans la peinture abstraite, comme le montrent de nombreuses peintures, par exemple de Theo van Doesburg, certaines couleurs se plaçant en avant-plan par rapport aux autres. Photographier, c'est mettre en scène. Choisir de déclencher au moment où un personnage a pris la bonne place dans le cadre est déjà une forme de mise en scène. Dans une guerre, il faut détester ou aimer quelqu'un. En tout cas, prendre position, sinon on ne supporte pas ce qui se passe. Cette citation de Robert Capa est directement liée à la mise en scène. Décider de placer un élément d'une photo à tel endroit d'une image ou choisir telle lumière est une manière de choisir son camp. Une prise de vue est une prise de position par une mise en place plus ou moins active de ces éléments. Mise en place qui devient elle-même une prise d'opinion. En fait, la distinction entre Cartier-Bresson et Doisneau est une distinction modale. Le premier est un photographe passif, tandis que le second est un photographe actif. La couleur. La couleur varie avec la combinaison des pigments et des diluants employés au cours de l'histoire de l'art, et donc avec son processus de fabrication, sans oublier le vieillissement, qui lui aussi la transforme. Même dans l'histoire de la photographie, la couleur, tout comme le rendu noir et blanc, se sont transformés. Le noir et blanc a vu sa sensibilité chromatique évoluer, et si au début de la photographie, le bleu du ciel brûle les nuages, et si cette émulsion est peu sensible au rouge, on verra cette sensibilité se transformer avec celle des pellicules orthochromatiques. L'image numérique, quant à elle, ou plus exactement le capteur électronique, est en revanche peu sensible au bleu. Défaut lentement corrigé au cours de l'évolution de cette technologie. Même les pellicules couleurs ont une sensibilité chromatique différente. Ainsi, les pellicules positives Kodak sont réputées plus bleues, alors que les pellicules Fuji sont plus saturées et plus chaudes. Le contraste. Selon l'Encyclopédie Universalis, le contraste est l'opposition entre deux choses proches ou mises en comparaison. Dans l'image et le son, il marque l'écart observé entre les différentes tonalités d'une image ou d'un son. Dans une image, il caractérise l'écart entre les zones les plus sombres et les zones les plus lumineuses de l'image. Dans un enregistrement sonore, il caractérise l'écart entre la partie la plus grave et la partie la plus aiguë. D'un point de vue électronique, Charles Ponton définit le contraste comme un ajustement de la puissance du signal électrique pour intervenir sur le niveau de blanc de l'image, tout en ayant un effet minimal sur le noir. Dans notre cas, le contraste est un élément essentiel de l'esthétique de l'image. Du point de vue de la vision, ce terme décrit les écarts observés entre les différentes tonalités et couleurs d'une image. Essentiellement liée au contexte, cette notion est donc équivoque. Lorsque le contraste définit le rapport d'un élément avec son contexte, il s'agit alors de contraste simultané. Par conséquent, un même élément, en fonction de son environnement, aura différents contrastes simultanés. C'est pourquoi on parle du contraste d'une couleur par rapport à une autre, d'une image par rapport aux autres, au sein d'un plan caméra, ou du contraste d'un son par rapport à un autre. Ces différentes notions, contraste simultané, teinte, saturation, participent aux effets de plan successifs d'une image abstraite. La teinte et la saturation. Teinte, nuance d'une couleur. En photographie, ont une des deux composantes de la chrominance avec la saturation. Elle est définie d'ailleurs par la longueur d'onde. Même pour une image en noir et blanc, la teinte existe. En effet, certains noirs sont dits chauds, froids ou neutres. C'est-à-dire que ces noirs ont respectivement une légère dominante de couleur, jaune, bleu, et pas de dominante. En fait, le noir et le blanc est une bichromie particulière. Dans le domaine de la couleur, la saturation est l'autre composante de la chrominance. Elle désigne la pureté d'une couleur, ou encore la part de blanc qu'elle contient. Plus une couleur est saturée, moins elle contient de blanc. On peut donc dire que dans le mode RVB, rouge, vert, bleu, les couleurs les plus saturées sont les 3 couleurs primaires, et toutes les couleurs composées d'un maximum de 2 couleurs primaires. Car dans ce mode, ajouter une 3e couleur revient à blanchir la couleur obtenue. Dans un premier temps, elle est d'abord grisée, puis proportionnellement à l'augmentation de la 3e primaire, elle devient plus lumineuse, ce qui peut donner l'impression de la blanchir. On terminera par la légende. La légende, il peut sembler paradoxal de placer la légende dans le travail esthétique de l'image. Mais signer une peinture, une photo, c'est légender. Car la réception de cette image variera selon la notoriété de son auteur. Cette légende sous-tend déjà un discours, esthétique ou politique, qui va de la reconnaissance à la revendication de cette image par son auteur. À sa manière, le titre est une forme de légende, certes une légende particulière, car cette légende unique est signée de l'auteur, mais une légende malgré tout. Si la fonction du titre est d'abord de désigner l'œuvre, il circonscrit toujours et simultanément son sens, même si ce titre est le paradoxal sans titre, surtout si ce dernier est de la main de l'auteur. Le travail du peintre Magritte, autour des titres légendes de ses tableaux, est la démonstration, si nécessaire, de l'importance de cette rubrique dans une œuvre picturale.
Intituler un tableau représentant une pipe « Ceci n'est pas une pipe », c'est déjà obliger le spectateur à prendre immédiatement position, en l'amenant à réfléchir sur le fonctionnement de la représentation. Ce travail de Magritte sur le titre légende a d'ailleurs été précédé par celui de Malevich, comme nous le verrons un peu plus tard dans cet ouvrage. Voilà pour la première partie. J'espère que ça vous a autant plu de m'écouter que moi de lire, parce que je trouve ça vraiment formidable. On se retrouve très vite pour la suite.